Donc merci à tous et à toutes de venir nous écouter pour cette séquence dédiée à l'Europe, qui est un sujet d'actualité à double titre, hein. Tout d'abord, de par les échéances évidemment électorales et de par aussi les crises et les événements que nous avons connus, que nous connaissons au quotidien, hein. On parle de l'agriculture, on parle de la crise migratoire et bien d'autres sujets. Alors avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je vais vous lire une petite déclaration commune, hein, pour vous expliquer pourquoi on fait ça finalement, hein, parce qu'on est 5 formations ou associations politiques, hein, qui se regroupent, qui ont plus de choses en commun que de différences, de manière à aller un petit peu donner de l'espoir, pour semer des graines d'espoir aux quatre coins du pays, pour dire que la situation est certes difficile, mais la France évidemment n'est pas foutue, et qu'on essaie de travailler aussi sur quelques idées pestes de réforme pour opérer, on l'espère, un sursaut historique, tout grand pays devant se réinventer tous les 50, 100 ans. Donc ce petit texte, je vous le lis, donc, alors que notre pays traverse une crise profonde, et ça on le vit tous les jours, hein, démocratique, économique et sociale, donc ces 5 mouvements et associations politiques, Contribution citoyenne, représentée par Benoît de Saulles à ma gauche, France souveraine, représentée par Frédéric Sonnet, voilà. Nouvelle énergie, représentée par Romain, qui est à ma droite, Marcilly. Nouvelle Essor français, donc représenté par ma personne. Et Oser la France, représenté par Stéphane de Salier-Dupin, à ma droite. Donc on a décidé d'aller ensemble au contact des Français, de nos compatriotes, pour échanger sur les grands enjeux de notre époque. Donc il s'agit notamment de réfléchir à un puissant projet de refondation du pays, comme je l'évoquais, aussi ambitieux que pragmatique. Tout grand pays devant se réinventer tous les 50-100 ans. On l'a fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a le Conseil national de la résistance, on l'a fait sous Bonaparte, sous le consulat et l'Empire, donc de remettre un petit peu les choses à plat pour opérer un sursaut. Donc pour cela, il est fondamental d'aller à la rencontre de nos compatriotes, hein. Il ne s'agit pas de faire un projet comme ça, ex cathedra, ex nihilo, hein. C'est un projet qui doit être testé, partagé sur le terrain, de parcourir les territoires et les terroirs pour échanger donc avec vous, avec beaucoup de citoyens dont certains, hélas, souffrent en silence et se résignent. Donc nous voulons semer par là des graines d'espoir, comme je le disais, dans la France des territoires. La France des territoires qui fait tourner le pays, qui respecte les règles et qui désespère de plus espérer. Non, la France n'est pas foutue et quelques réformes courageuses pourraient enrayer son déclin, voire initier un sursaut historique. Alors c'est vrai que la situation est compliquée, donc la France est de notre point de vue menacée d'une sortie de l'histoire. Il y a les dysfonctionnements de l'État et l'impuissance publique aujourd'hui, sont aujourd'hui la pierre angulaire de cette crise civique, démocratique, même civilisationnelle qui frappe notre pays. Et il est temps de rendre enfin l'action publique performante et de sortir de la logique étatiste qui est celle qui nous gouverne depuis plus maintenant de 40 ans. On n'a jamais eu autant d'argent public et pourtant les services publics, on le voit tous les jours, se dégradent. Donc cette logique est celle d'un État surendetté qui détient le record des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, alors même que nos services publics élémentaires sont déliquescents. En matière de sécurité, de justice, d'éducation, de santé ou encore de défense, nous subissons un déclassement, hélas, historique. Alors dans ce contexte, on en revient au sujet du jour, hein, l'Europe peut-elle être un levier de puissance, un levier de sursaut, de refondation pour la France, ou au contraire, est-ce que c'est une contrainte, voire même peut-être un facteur de déclin? Donc l'Union européenne fait évidemment partie des déterminants de notre avenir, et donc pour certains, c'est la cause de tous nos malheurs. Pour d'autres, c'est une planche de salut, et en fait, l'objet de ce débat aujourd'hui, hein, c'est quelle est la place de l'Union européenne dans la vie de notre nation et de notre quotidien. Donc entre la volonté de ramener la décision au plus près du terrain, la situation étant complexe, la société évoluant très vite, en même temps, avec cette volonté de peser dans les affaires du monde, l'Union européenne est quelque part à la croisée des chemins, écartelée entre la logique d'approfondissement des compétences, toujours plus de compétences renvoyées à Bruxelles, l'élargissement géographique et en même temps la logique de subsidiarité qui veut qu'on ramène la décision au plus près du terrain en fonction des sujets. Donc je suis président de Nouvel Essor français et je jouerai le jeu de Monsieur Loyal aujourd'hui. Donc Nouvel Essor français, c'est quoi? C'est un mouvement qui s'est créé, si vous voulez, pour porter un projet qui a été élaboré pendant 5 ans par une centaine de citoyens qui se sont dit les partis politiques ne font pas le boulot, en tout cas les plus éminents, hein, je ne parle pas des mouvements autour de la table,
puisque c'est peut-être lié au fait que l'élection présidentielle est l'élection phare, donc très tournée vers les personnes, vers les individus, et en démocratie, logiquement, les partis politiques devraient être des laboratoires d'idées qui mettent sur la table un projet pour améliorer le sort de notre pays. Donc nous, on a fait ce travail pendant 5 ans, et maintenant on le met sur la table. On le met sur la table à disposition de tous les mouvements compatibles, qui, je répète, ont la nation en partage, qui pensent qu'il n'y a pas de démocratie sans nation. Et ce projet a d'ailleurs été publié chez Harmattan en 2022, Osons changer le modèle français, encore disponible, hélas, je dis chez Amazon, je préfère un autre opérateur, mais il va être republié donc, au mois de mai chez un autre éditeur. Je suis un peu aussi le local de l'État, puisque je suis breton, hein, et relativement fier de l'être, mais évidemment, même si je suis totalement assimilé à la France. Et donc, je suis né à Concarneau, un Finistérien. Je suis breton aussi, pas uniquement dans le Finistère, puisque en tant qu'officier saint-cyrien, je dirais grenouillé dans la langue bretonne, et je pense que d'expérience, je sais faire la différence entre des genêts et des agents. Donc, j'étais officier de l'armée de terre. Donc voilà, une carrière assez classique avec différentes opérations extérieures. Et ensuite, j'ai basculé à la Cour des comptes, ce qui m'a permis de connaître les arcanes de l'État et puis aussi de voir de près ce qui est pour moi le mal français, c'est la mauvaise gestion de notre argent, de l'argent public. Et ensuite, ayant connu donc les armées et la haute fonction publique, je me suis dit, je ne connais pas ceux qui nous nourrissent, les entrepreneurs, et ce qui m'a amené dans le secteur privé. Et j'enseigne également l'économie de la défense à Sciences Po, et puis accessoirement, je prépare des candidats à l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Et j'avais écrit antérieurement un ouvrage concernant le management de l'armée, un modèle à suivre chez Studyrama. Donc, vous savez que la construction européenne est héritée du drame de la Seconde Guerre mondiale, et ça a commencé par un discours de Robert Schuman en 1950, qui s'était dit à l'époque, pour éviter la guerre, il faut créer des interdépendances économiques entre les différentes nations. Hein. Donc on pensait que ça pouvait éviter les guerres. Aujourd'hui, on peut en débattre puisqu'on constate que, hélas, non. Et ça a amené à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. 1957, évidemment, à la création de la Communauté économique européenne et d'Euratom pour ce qui concerne le nucléaire. Les débuts de la politique agricole commune en 1962, hein, on en parle encore aujourd'hui, bien sûr. L'union douanière en 1968, puis petit à petit l'Europe évidemment s'est développée, s'est élargie, hein, puisqu'on est passé de 6 à 9 en 1973, 10 en 1980 avec la Grèce. La signature des accords de Schengen en 1985 qui n'ont été appliqués qu'en 1995, hein, donc Schengen c'est la libre circulation des personnes qui aujourd'hui fait l'objet d'un certain nombre de critiques au regard notamment des flux migratoires. L'Europe des 12 avec l'Espagne et le Portugal en 1986, c'est l'acte unique qui a programmé pour le 1er janvier 1993 le marché commun, le marché unique, donc de liberté de circulation des marchandises sur cet espace européen. Traité de Maastricht en 1992 qui a fusionné différentes communautés, communauté de l'économie du charbon et de l'acier, communauté économique européenne, communauté européenne de l'énergie atomique. L'Europe des 15 en 1995, l'euro en 1999, l'échec du projet de constitution européenne qui a été en partie repris par le traité de Lisbonne en 2007, une Europe à 27, une Europe qui a culminé à 28 en 2013 avec la Croatie, et, vous êtes tous au courant, en 2 temps, la sortie du Royaume-Uni en 2016 et effectif donc en 2020. Et pour terminer, donc les quelques instances pour se repérer dans nos débats, il y a 4 grandes instances européennes. On a le Conseil européen, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, à ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe, qui est une instance qui a été réalisée, mise en œuvre, on va dire, créée après la Seconde Guerre mondiale pour être un pan de discussion entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc ça n'a rien à voir, c'est le Conseil de l'Europe, ça inclut même la Russie. Donc le Conseil européen, c'est bien l'Union européenne, hein, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui siègent. On a le Conseil de l'Union européenne, qui là regroupe les différents ministres en fonction des sujets du moment. On a le Parlement européen, et c'est d'actualité avec les élections au mois de juin, avec cette particularité pour des institutions qui se disent démocratiques, c'est que le Parlement européen n'a pas d'initiative législative. Hein, c'est un peu comme si le Parlement français ne pouvait pas faire de propositions de loi. Voilà. C'est à noter parce que ça reviendra sûrement dans les débats. On a la Commission européenne qui, elle, a le monopole de l'initiative législative, et ça fera l'objet des échanges, puisque c'est un peu surprenant, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas élues, mais qui ont le monopole
les directives et les règlements européens qui vont ensuite être déclinés dans le droit national français. Et en appui de ces 4 instances, vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui est là pour vérifier que les traités soient appliqués et éventuellement trancher des litiges entre les États, à ne pas confondre avec la Cour européenne des droits de l'homme qui dépend du Conseil de l'Europe et qu'une instance qui n'est pas européenne, qui inclut des pays non membres de l'Union européenne, 48 pays exactement, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes de l'Union européenne qui est là aussi pour veiller au bon usage des fonds européens. Voilà, donc j'ai assez parlé. Puisque Frédéric a abordé la notion de puissance et le volet défense-sécurité. Et d'ailleurs, chez Nouvel Essor Français, on partage tout à fait cette idée que la puissance est une affaire de volonté. Parce que vous savez, ceux qui veulent créer un super État européen, qui de notre point de vue ne pourra pas se faire, puisque la nation est le cadre indépassable de la démocratie pour au moins 2 raisons. La démocratie, c'est le régime du débat, il faut une langue commune pour débattre. Et pour faire en sorte qu'un trader et un ouvrier ou un chômeur regardent de temps en temps ensemble de la même direction en dépit de leurs différences socio-économiques, il faut quelque chose qui les transcende, issu de l'histoire et des terroirs, qui s'appelle la nation. Mais oui, c'est une affaire de volonté, puisque si la puissance était uniquement l'addition de la surface du territoire et du volume de la population, la France serait déjà depuis des décennies derrière l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, la Russie, etc. On peut remonter 2500 ans en arrière avec Athènes contre l'Empire perse, ou aussi, de façon contemporaine, on peut parler d'Israël, quoi qu'on en pense de sa politique étrangère. Israël, c'est même pas la taille des Pays de la Loire, c'est 9 millions d'habitants et c'est considéré comme un des 10 pays les plus influents au monde. Sur l'OTAN et sur les questions militaires, c'est vrai que certains font de l'OTAN une espèce je dirais, de chiffon rouge ou de symbole. Pour moi, c'est pas parce qu'on fait partie de l'OTAN qu'on sera engagé mécaniquement dans un conflit. Il faut voir que dans l'histoire est parsemée d'alliances qui ont été retournées, non respectées, que ce soit l'Italie en 14 qui a ensuite changé de camp en 15, que ce soit la France en mars 40 qui signe un accord avec les Britanniques pour dire qu'on ne fera pas d'armistice séparé, on va faire un armistice séparé. Donc le jour où le canon tonne, le jour où les intérêts nationaux vitaux sont en jeu, je peux vous dire que chacun regarde ses intérêts. Et il ne jouera le jeu d'une alliance que si c'est dans ses intérêts. En plus, l'OTAN ne couvre que l'Amérique du Nord et l'Europe. Et donc, voilà, et quand vous relisez l'article 5 de l'OTAN, le fameux article 5 de l'OTAN, il est stipulé que vous vous engagez à donner une aide, éventuellement militaire, mais à votre discrétion. Donc ça peut être purement symbolique, ça peut être une simple déclaration, ça peut être envoyer un petit peu d'argent ou quelques contingents symboliques. Donc en gros, de notre point de vue, chez Nouvel Essor Français, c'est avant tout une question symbolique. Et effectivement, si on veut, je dirais, marquer les esprits par rapport aux États-Unis, on peut toujours sortir du commandement militaire intégré. Mais l'OTAN ne nous engage pas mécaniquement dans une guerre. Et vu l'état de l'armée française aujourd'hui, qui certes, grâce à son industrie de défense, et je dirais couvre tous les besoins, mais c'est une armée échantillonnaire, c'est une armée qui manque d'épaisseur. Et donc c'est pas aujourd'hui où les périls remontent, qui à mon avis, de notre point de vue, il faut quitter l'OTAN, parce que l'OTAN, si vraiment on ne peut pas nous engager mécaniquement dans une guerre, en revanche, l'avantage de l'OTAN, c'est que si ça tourne mal, on peut peut-être espérer quand même qu'on ait un soutien militaire de l'OTAN. Et puis l'OTAN également, ça nous assure l'interopérabilité. Donc ça, c'est très important, c'est la capacité que des nations souveraines, que des armées de nations souveraines puissent, à 2, à 5, à 15, faire la guerre ensemble. Moi, j'ai une question très concrète pour les uns et les autres sur lesquels j'aimerais avoir votre regard. C'est aujourd'hui, notre budget européen commence à se retrouver également en difficulté, on n'en parle pas tellement, et il y a des choix budgétaires à faire sur les années à venir, sur le prochain mandat notamment. Et quel est votre regard sur la proportion, entre guillemets, qu'il faut allouer notamment à la politique de cohésion, mais également à la défense européenne, qui est un sujet qui monte de façon plus importante, du fait aussi de l'argent qui est dévolu à l'aide à l'Ukraine. Voilà, je pense que alors la vraie question, c'est déjà le constat, c'est la défense, c'est pas une compétence de l'Union européenne, ça c'est clair. Alors après, la question est posée, parce qu'il y a un fonds européen, je crois de 100 milliards d'euros qui a été créé. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est plus efficace en intergouvernemental, c'est-à-dire que chaque pays aide l'Ukraine, ou est-ce qu'il faut centraliser tout ça? Et là-dessus, j'ai quelques doutes. D'ailleurs, concernant l'effort militaire français, il est à relativiser, puisque la loi de programmation militaire
qui nous amène à 2030, prévoit 413 milliards d'euros, mais avec l'aide à l'Ukraine, avec l'inflation, etc., finalement, la hausse de 100 milliards, elle est fortement remise en question, sachant qu'aucune loi de programmation militaire en France n'a été respectée depuis 1985. Et par ailleurs, au bout de course, on aura moins de chars de combat et moins d'avions de chasse en 2030 qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, on est encore loin de, je dirais, des efforts qu'on devrait faire pour avoir une vraie puissance militaire crédible, complémentaire de nos alliés. Et le vrai sujet de fond aussi, c'est que autant l'Union européenne fonctionne bien sur le plan économique, puisque si les règles du jeu sont à peu près équitables et le marché est protégé, tout le monde a intérêt au libre commerce finalement. C'est pour ça que les alliances économiques, l'Union européenne sous le volet économique est stable, le Mercosur, l'ALENA sont stables. En revanche, les alliances politiques, c'est différent. Parce que la politique d'un État est le fruit de son histoire et de sa géographie. Ce qui fait qu'on est plutôt, de notre point de vue, en tout cas de l'essor français, dans une logique de projet, dans une Europe à la carte, c'est-à-dire ce plan politique que 3 pays se mettent ensemble pour aller guerroyer à l'autre bout de la planète, si nos intérêts communs à défendre, qu'ils le fassent. Si 5 pays veulent concurrencer Google en créant un moteur de recherche européen, très bien. Et c'est ce qui se passe sur l'armement. D'ailleurs, l'OCAR, qui n'est pas une agence de l'Union européenne, il y a même des pays hors Union européenne qui font partie de l'OCAR, qui est une agence qui est là pour piloter des programmes d'armement. Ça marche bien, parce qu'on n'est pas dans le fédéralisme, on est dans l'intergouvernementalité. Allez-y, monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de l'Europe ne peut pas, l'Europe ne peut pas, l'Europe ne peut pas, par rapport essentiellement, alors levier de puissance, vous avez beaucoup parlé de la défense. Bon, personnellement, je suis un petit peu inquiet quand même de ce qui se passe en Ukraine, ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup, mais enfin quand même, de ce qui se passe en Israël, etc., et puis qui peut exploser n'importe quand, des volontés du Chinois, bon, parce que quand même ça chauffe un peu là-bas du côté du Pacifique, bon, je ne sais pas, mais est-ce que dans les différents mouvements qu'il y a là, on ne pourrait pas essayer ensemble, je ne sais pas moi, d'avoir une vision géopolitique et puis qu'on parle clairement de défense? Parce que ça rassurerait quand même beaucoup les gens et c'est quand même le minimum qu'on peut attendre des grands blocs. Hein. Et voilà, j'aimerais entendre quelque chose là-dessus, concret, pratique et d'enthousiasmant aussi. Commencez par là. Merci. Merci de votre question. Après, la défense, bien sûr, c'est une préoccupation. Il faut savoir, après, si c'est une coordination d'armées souveraines, ou est-ce qu'on est dans cette logique de donner des compétences et de fantasmer sur une armée européenne, mais l'armée n'est qu'au service d'un projet politique. Sauf que le projet politique, aujourd'hui, il est porté par les nations qui ont une histoire et une géographie. Les intérêts de la Pologne ne sont pas les mêmes que les intérêts de l'Italie, et ce qui fait que, par exemple, sur l'Irak, en 2003, qu'est-ce qu'on aurait fait avec un porte-avions européen? Donc, il y en a qui voulaient y aller, d'autres qui ne voulaient pas y aller. En revanche, évidemment, il faut que les nations fassent un effort, et heureusement que la France est encore en Europe, avec la Grande-Bretagne qui n'est plus en Union européenne, mais qui est en Europe, géographiquement, bien sûr, on a encore des capacités, et ce qui est important, c'est qu'on a une industrie de défense, parce que la vraie souveraineté, c'est d'être capable de fabriquer toute la palette des armes nécessaires. Et si on est capable de fabriquer un avion de chasse et un char de combat de haut niveau, on serait capable, en cas d'urgence, en cas de détérioration du climat international, d'en fabriquer non pas un par an, mais 100 par mois. Donc voilà, les capacités, on les a en France, on a une industrie de défense, on fait partie des 4-5 pays qui ont une industrie de défense complète. Et en plus, ce qu'il faut dire aux Français, et ça, les gens ne le savent pas, c'est que c'est pas choisir entre l'hôpital et l'école et la défense. C'est que grâce à cette industrie de défense qui n'est pas délocalisée, encore, on parle de désindustrialisation, on a une industrie de défense très performante, tous les économistes disent que quand vous mettez 1 euro dans la défense, ça rapporte 1,3 à 1,9 euros à la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez de l'argent dans la défense, non seulement on paye une assurance vie pour défendre ce qu'on a de plus précieux en démocratie, la liberté, mais en plus, on finance l'hôpital et l'école. Donc effectivement, votre question, vous avez tout à fait raison, et il ne faut pas payer que la France à faire des efforts. Il faut aussi que l'ensemble des autres nations européennes fassent des efforts, et si possible, achètent des équipements, comme ça a été dit tout à l'heure, européens. Première piste de réforme, le nouvel essor français, on est en phase sur le fait qu'il faut déjà remettre de l'ordre chez nous, et nos comptes publics en particulier, puisqu'il faut savoir qu'avant la crise Covid, puisque la crise Covid est l'excuse de beaucoup de choses, le déficit public français était de 75 milliards d'euros. Essentiellement le déficit de l'État, parce que les collectivités ne peuvent pas avoir de déficit, et la Sécu, c'est une vingtaine de milliards, et encore avec la Covid.
Et le déficit de la zone euro était de 75 milliards à peu près. En gros, le déficit français représentait l'intégralité du déficit de la zone euro, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on a l'impression en France que le déficit est naturel, mais en fait, il y a des pays en excédent budgétaire en Europe. Et quand on faisait la somme des plus et des moins, le déficit français était équivalent du déficit de l'ensemble de la zone euro. Et le problème, c'est que la BCE rachète nos déficits, donc ça crée, l'inflation, c'est pas uniquement la crise énergétique, l'Ukraine, etc. Ça a commencé bien avant, parce qu'il ne faut pas être docteur en économie pour savoir que si vous créez plus de monnaie, qu'il y a bien un service en circulation, qu'est-ce qui se passe? C'est le prix qui augmente. Et donc, si on continue à déraper au plan budgétaire, c'est la planche à billets qui tourne, et puis derrière ça, c'est des taux d'intérêt qui se augmenter, puisque les Allemands n'aiment pas que la planche à billets tourne trop vite et que ça génère de l'inflation. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que le taux d'intérêt sont pratiquement 50 milliards, je crois, d'euros, c'est pratiquement l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Donc moi, je préférais que ces 50 milliards d'euros soient utilisés pour la défense, pour l'école, pour l'hôpital. Donc commençons déjà à effectivement à réformer l'État au sens large du terme, l'État, collectivité, sécurité sociale, de manière à être crédible aussi au niveau européen. Les surtranspositions, Benoît en avait parlé tout à l'heure, le président de la République avait les moyens, et là pour le coup, l'Europe n'était pas du tout une contrainte, hein, d'apaiser les choses tout de suite en signant, c'est du niveau réglementaire, d'un décret, on n'a pas besoin de passer au Parlement, d'aligner les normes agricoles sur les normes européennes. Déjà qu'on critique l'excès de zèle de l'Europe par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, les gaz à effet de serre et le crédit le fait en tout fort, mais nous on met une couche supplémentaire. Et donc, plutôt que de faire ça, notre président de la République a dit qu'il fallait faire une loi Egalim à l'échelle européenne. Donc je pense que dans 10 ans, on y est encore, et il n'y aura plus d'agriculteurs en France. Et sachant que la loi Egalim n'est même pas respectée en France, on a du mal à la faire respecter. L'indépendance de la Commission, nous, Nouvelle Histoire Française, on est pour ce qu'on appelle un Bruxit, c'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? C'est retirer le monopole de l'initiative législative à la Commission, qui est composée de fonctionnaires non élus, et donner les clés du camion aux politiques en démocratie. C'est ça, c'est-à-dire le Conseil européen, surtout le Conseil de l'Union européenne, ce sont les ministres qui vont se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures, et éventuellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le Parlement est transformé donc cette commission en secrétariat général permanent, qui aura pour mission de mettre en œuvre les décisions prises par le politique. Et en attendant d'ailleurs ces réformes, je dirais, des traités, déjà la capacité à dire non. C'est-à-dire que si la France dit non sur l'ensemble du sujet, il n'y aura pas de chars européens et de soldats européens qui vont venir à Paris. Donc pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce qu'on fait l'excès de zèle avec la surtransposition et parce qu'on a des gouvernements qui sont dans une logique, de façon avouée ou non avouée, d'approfondissement, d'élargissement, d'une espèce de fuite en avant qui nous amène à la bureaucratie actuelle. Je sais. Merci Stéphane. Donc là, effectivement, a été replacée la notion de souveraineté. La souveraineté en démocratie, c'est le peuple, hein, c'est de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et souvent on nous parle de souveraineté. Notamment la majorité en place, hein, souveraineté française et souveraineté européenne, non, parce que la souveraineté, c'est qui décide. C'est soit Paris, soit Bruxelles. Ça ne peut pas être les deux. Donc, c'est la souveraineté française ou la souveraineté européenne, mais à condition de faire le tri dans les compétences. C'est-à-dire, qu'est-ce qui relève de l'Europe, parce qu'on estime que chaque État, pris indépendamment, n'a pas la taille critique. On en vient sur le spatial, l'intelligence artificielle, etc., l'industrie de défense éventuellement, pour, je dirais, être au niveau des États-Unis, de la Chine, entre autres. Donc c'est une répartition des compétences, mais à partir du moment où effectivement on mélange tout, on mélange les compétences, on a Bruxelles qui va s'occuper de sujets qui ne sont même pas du niveau national, donc ça ne peut pas fonctionner, et en plus c'est même schizophrénique, puisque aujourd'hui vous avez la volonté, notamment en France, de pays centralisés historiquement, de ramener la décision sur le terrain, dans les territoires, je parle à l'élu local, de décentraliser. Sauf que comment voulez-vous donner les clés aux forces vives locales, élus, branches professionnelles, les services de l'État dans les territoires comme les préfets, si par pan entier vous ramenez des compétences à Bruxelles? Donc ça ne peut pas fonctionner, parce que la société évolue tellement vite et tellement complexe aujourd'hui qu'on ne peut pas tout gérer depuis Paris, et encore moins depuis Bruxelles, qui doit être axé sur la stratégie, le pourquoi quoi, et laisser les acteurs de terrain comment y arriver. Voilà, c'est un petit peu l'analogie militaire, hein, c'est pas le général qui est 50 km derrière qui va expliquer au capitaine, au commandant, comment prendre le village. Il va lui dire, tu vas prendre le village pour tel jour, telle date, tu vas en force, tu vas en souplesse, par la gauche, par la droite, de nuit, par surprise, ça c'est l'affaire des échelons de terrain. Donc pas confondre le pourquoi quoi, la stratégie, et le comment. Donc finalement, c'est revenir effectivement au respect du principe de subsidiarité, mais pour là,
sur ce sujet, il faut se mettre d'accord sur les compétences. De notre point de vue, nous, éléphants français, les acquis de l'Europe, c'est le marché unique, la zone euro, l'Union économique et monétaire, et là, c'est la compétence exclusive, effectivement, de l'Union européenne et de ses instances. Et après, le reste, c'est une logique souple de projet, une Europe de projet. Donc, si, je le répète, s'il y a 3 pays qui veulent créer un concurrent à Google, qu'ils le fassent. Et là, on est dans un système qui peut effectivement mieux fonctionner. Voilà. Donc, la question que je voudrais poser pour aller au fait, c'est, pensez-vous vraiment que dans ce cadre institutionnel, il soit possible de reprendre la main pour changer le cours, et si vous voulez, parce que l'agenda, c'est quoi? C'est la souveraineté européenne. La souveraineté ne se partage pas, Marie-France Garot et tant d'autres, Philippe Séguin que vous avez cité, elle ne se partage pas. Donc concilier les deux, il va falloir, la souveraineté européenne, c'est un oxymore. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à faire? Est-ce que de l'intérieur, on peut arriver à modifier ce cadre institutionnel pour le débarrasser de sa charge idéologique qui, pardon pour le terme qui est violent, qui est anti-française? Anti-française, voilà, ça va contre les intérêts de la nation. Est-ce qu'on va y arriver? Il faut au moins essayer. Le Frexit, c'est l'arme nucléaire. Et je rappelle qu'à long terme, moi, on est des pragmatiques chez Nouvel Essor Français, peut-être que dans 20-30 ans, on ne sait jamais. Peut-être qu'il faudra, dans l'histoire, on a vu des alliances faites, défaites. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans l'intérêt de la France de notre point de vue, surtout vu la situation économique du pays, et vu nos déficits, on vit sous perfusion de la BCE, entre autres, et donc, donc de l'Union européenne, et donc ce serait suicidaire. Et de toute façon, un référendum sur le Frexit, de mon point de vue, serait perdu. Pourquoi ? Parce que les Français, je dirais, ils seraient conscients que vaudrait leur épargne, je veux dire, transformée en francs, parce qu'on parle de l'Union européenne, mais la zone euro, on fait partie de la zone euro aussi. Et là, vu la situation économique de la France, ce serait sortir par le bas, et avec des conséquences, y compris très concrètes dans la vie quotidienne, de déclassement et d'appauvrissement du pays. Et quelque part, un vote négatif sur un Frexit, ce serait même contre-productif pour les tenants, enfin ceux qui sont opposés au fédéralisme, parce que ce serait interprété non pas comme non au Frexit, ce serait interprété comme oui à l'Europe fédérale. C'est-à-dire que par les fédéralistes, ce serait, vous savez, ils ont réussi à retourner ou contourner le référendum de 2005, mais là, ce serait pour eux, de leur point de vue, de mon point de vue, considéré comme, au contraire, non, ce ne serait pas considéré comme un non à la sortie, ce serait comme un oui à l'approfondissement. La parole à Samuel. Merci. Alors pour rejoindre le machin, moi je voudrais parler d'un gros machin qui s'appelle le World Economic Forum et qui à mes yeux a une énorme influence, on parlait agenda concernant donc l'Europe. Mais en France nous avons l'association française Young Leaders for America. On a aussi les Young Leaders for China et aujourd'hui on a les Young Leaders Munich. Donc d'après vous, quelle est la réelle influence dans notre pays, la part d'américanisation de la France à travers toutes ces personnalités qui ont rejoint, qui ont fait les promotions Young Leaders? Je pense que c'est peut-être pas là. Je vais quand même citer les noms, mais ça va de François Hollande à Macron. Oui, mais en passant par d'autres. On a Véran qui a fait les Young Leaders for America, mais qui a fait aussi les Young Leaders China, où on a quand même, nous, petit peuple, senti quand même une certaine, un certain mimétisme avec la Chine quand on a eu par exemple le Covid. On a eu plusieurs à dire, mais bon, on se croirait en Chine, c'est pas possible. Donc, voilà. Et donc on parle de la France, de l'Europe, mais est-ce que déjà l'Europe n'est pas tenue par ce grand machin qui a l'air d'avoir un agenda commun? Et moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est pas simplement une histoire de président, c'est que dans les Young Leaders, on a des militaires, on a des journalistes, on a des artistes, qu'on appelle en gros des agents d'influence. Voilà. Donc, est-ce qu'on va simplement discuter de l'Europe ou est-ce qu'on peut aller plus loin et parler de ce gros machin? Oui, alors je vais réagir parce que là, le leader, je connais un petit peu parce que, ayant servi en Afghanistan sous commandement américain, j'avais été proposé pour en faire partie. Donc je me suis dit, j'ai joué le jeu parce que quelque part, c'est pas parce qu'on fait du leader qu'on est pro-américain, parce que c'est quelque part aussi voir comment ça se passe et justement pouvoir être à l'intérieur pour changer les choses. Et puis être conscient aussi de cette influence. Et bon, sauf que quand il y a tout un mécanisme de cooptation, puis quand vous arrivez à l'oral, quel est votre personnage préféré, ça, quand je suis franc, je me dis, Général de Gaulle, c'est sûr que ce n'était pas très Young Leaders compatible. Donc finalement, je ne l'ai pas fait. Mais en revanche, ça c'est la première partie de la réponse. C'est eux qui vous choisissent.
Non, mais justement, non, mais alors, deuxième partie, mais il n'y a pas que les new leaders. Moi, à la Cour des comptes, j'ai côtoyé les hauts fonctionnaires, et le problème, c'est que quand on fait l'ENA ou maintenant l'INSP, on devrait y rentrer comme on rentre à Saint-Cyr, pour servir et pas se servir. C'est-à-dire d'avoir dans les tripes le service de la France, de la nation, de la patrie, de la République. Le problème, c'est que la plupart de nos fonctionnaires aujourd'hui, à 70%, pas tous évidemment, 70-80%, et Julien Robert fait partie des 20%, voilà, des 23%, c'est des gens, si vous voulez, qui n'ont plus cette conscience nationale, et ça rejoint ce que disait le général, et qui sont dans une logique post-nationale. C'est dans une logique post-nationale, et donc il ne faut pas s'étonner qu'on en soit là aujourd'hui. Vous savez, il y a un cycle immuable dans l'histoire, c'est les temps difficiles, il faut les hommes forts il faut les temps de paix, les temps de paix, il faut les hommes faibles il faut les temps difficiles. Voilà. Mais cela étant, les choses changent, il y a un retour du patriotisme aussi dans le pays, sur le terrain. Il y a aussi maintenant, au niveau des décideurs, je le vois, un retour du patriotisme aussi chez les chefs d'entreprise, et même en partie aussi chez les hauts fonctionnaires, ça commence un petit peu à changer. Et une note d'espoir de mon point de vue, c'est que un camarade qui est à la direction générale du Trésor me disait que la plupart donc des hauts fonctionnaires qui vont dans le bureau Europe de Bercy sont dans cette logique effectivement plutôt d'Europe fédérale, de monde sans, je dirais, laisser faire, laisser aller dans tous les sens du terme, mais ils ressortent de cette expérience-là comme eurosceptiques. Donc ça montre que même à ce niveau-là, avec des gens qui étaient dans cette approche plutôt d'approfondissement, ils ont des doutes en fait, parce qu'ils voient bien que le système a du mal à fonctionner de par les dérives bureaucratiques. Donc je pense qu'on a des divergences, bien évidemment, mais je pense qu'on a quand même pas mal de convergences, c'est-à-dire qu'on se situe entre le Frexit et l'Europe fédérale, c'est-à-dire qu'on veut retrouver une Europe des nations. Après, le comment, bon, on a esquissé des pistes, c'est-à-dire redonner les clés du camion aux politiques, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Parlement éventuellement, remettre la Commission entre guillemets à sa place, recentrer les compétences exclusives sur la gestion de la zone euro et de la zone économique, et le reste, donner l'essentiel des prérogatives aux nations, rappeler que les constitutions des différents États membres sont opposables dans une logique donc confédérale, opposables à la norme européenne en amont, mais aussi en aval, parce que quand il y a un traité européen, après vous avez un certain nombre de textes qui se déclinent dans les différents États membres, et il peut se trouver que ces textes soient en contradiction avec la Constitution, et donc soit rejetés, soit amendement de la Constitution. Donc voilà. On a quand même pas mal de points de convergence avec voilà, garder les acquis, c'est-à-dire le marché unique, la zone euro, et sur le plan politique, voilà, d'être dans l'intergouvernemental, la coopération à la carte d'États souverains qui restent les nations européennes, qui restent le cœur du réacteur démocratique.